Donc aujourd'hui, on va regarder la dernière vidéo de Bolchegeek pour le journal de l'humanité. Donc l'animation pâte à modeler va-t-elle disparaître? Donc la pâte à modeler, l'animation pâte à modeler, il va sûrement l'expliquer, mais si vous savez pas, en gros c'est la stop motion. Voilà, c'est Chicken Run, c'est voilà, c'est Gromit, c'est les studios Hardman, c'est le fait d'avoir une sensation pâte à modeler avec de l'animation image par image. Voilà, donc Bolchegeek va nous parler de ça. J'ai très hâte. Surtout que l'animation, c'est pas quelque chose auquel les gens, sur laquelle les gens parlent le plus. En tout cas, moi personnellement, j'aime beaucoup l'animation stop motion. Je trouve que c'est un vrai charme, je sais pas pour vous. Je trouve qu'il y a vraiment un vrai truc où tu sens que ça fait vrai en fait. Mais de toute façon, la stop motion en règle générale, c'est là où c'est magique, c'est que tu vois des Jason et les Argonautes, tu vois des films qui sont beaucoup plus vieux que certains films récents, ça marche toujours autant parce que même si tu vois que oui, d'accord, le squelette n'est pas vraiment là à se battre avec Jason, etc. Mais tu sens que le squelette existe pour de vrai en tout cas. Et ça, on peut pas l'enlever à la stop motion, c'est vraiment ce truc de tangible. Ok, donc on commence avec Bolchegeek et l'animation en stop motion, pâte à modeler. Bonne année tout le monde, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Merde, c'est l'année de la bonne année les gars. Ouais, Bonne année. Peut-être qu'entre les conflits sur qui mange de quoi et les débats familiaux de haute volée, vous avez été confronté à une autre tradition annuelle, les films d'animation. Alors déjà, force à vous, hein, les gens qui ont des conflits familiaux de merde pendant les fêtes, et ça peut être de tout les conflits, on le sait très bien, ça peut être du plus soft au ah bah alors, t'as toujours ta couleur de cheveux, ou alors t'es un garçon et tu mets du vernis, genre de conneries. Moi ça va, on me fait pas trop chier, mais bon, il y a des familles où on me fait chier. Au plus grave, LGBT-phobie, racisme, sexisme, etc. Force à vous les gens, malheureusement sa famille on la choisit pas. Et il parle des films d'animation de Noël, mais oui, il y en a plein, mais il y a aussi plein de films hors animation, hein. Maman j'ai raté l'avion, Harry Potter, La Grande Vadrouille, qui est même pas un film de Noël. Mais oui, par contre les films d'animation, il y en a pas mal. Avec vos gamins, vos neveux terminés à la patte patrouille, ou même pour votre petit plaisir personnel, ils font désormais partie intégrante de cette période de l'année. À la télé, sur les plateformes ou dans les étagères à DVD familiales. Entre vos propres Madeleines de Proust, la kilotonne de nouveaux trucs sortis pour l'occasion, et les classiques indéboulonnables. Car on le rappelle, le Noël où Blanche-Neige est sortie, le Front Populaire était au pouvoir. L'original, hein, pas le remake. Et c'est marrant déjà parce que bah l'original et le remake du Front Populaire, et l'original et le remake de Blanche-Neige. Les deux, mesdames et messieurs, les deux sont arrivés quasiment en même temps, que ce soit l'original et le remake. Conclusion, plus de Blanche-Neige fera plus de Front Populaire, c'est pas moi qui fais les règles. De décennies de production animée, vous aurez peut-être vu passer ce que l'on nomme improprement mais affectueusement l'animation pâte à modeler. Et on pourrait se dire qu'il s'agit là d'un reliquat au doux parfum désuet, et pourtant, en plus de la rediffusion continue des vieux classiques, ce Noël nous a amené un nouveau Wallace et Gromit, l'année d'avant un nouveau Chicken Run, et avant encore un nouveau Shaun le Mouton. Je suis vraiment une merde. Parce que bon, Shaun le Mouton, j'ai vu le premier film sorti, ça, je suis pas fan. Le côté, ça parle pas, comique de situation et tout, je suis pas fan. J'aime bien, hein, mais je comprends qu'on aime quand on est enfant, mais perso, c'est pas mon style. Par contre, je suis une merde parce que les deux autres, je les ai pas encore vus. Voilà, c'est Gromit et Chicken Run, je les ai pas encore vus, je suis vraiment une merde. Dites-moi si c'est bien, sans me spoil, faut vraiment que je les vois, mais j'y ai pas pensé. Tous ces noms familiers, on les doit à un seul et même studio, sans doute le plus emblématique de cette technique d'animation à l'ancienne, les studios Hardman. Un petit village d'irréductibles britons situé à Bristol, qui résiste encore et toujours depuis les années 70. Toujours la banane, toujours debout. Pourtant, et vous l'ignorez peut-être, en 2023, les amateurs du monde entier se sont émus à la possible disparition de ces productions suite à la fermeture de Nuclear Products, la société du sud de l'Angleterre qui produisait l'argile nécessaire au studio après plus d'un demi-siècle d'activité. Mais ça, faut vraiment pas que ça disparaisse, ce genre d'animation, déjà parce que c'est un pan entier de la culture de l'animation, du cinéma en règle générale, mais aussi parce que, ben, c'est un tel savoir-faire, c'est une telle manière de faire les choses qui est différente, et si eux, ils peuvent plus continuer, ben, à part Laika Studio aux États-Unis qui a fait l'étrange pouvoir de Norman ou Kubo et l'armure magique, il y aura plus grand monde, il y en aura beaucoup moins, et c'est triste parce que c'est vraiment un style d'animation vraiment génial. Cette bête histoire de pâte à modeler a beaucoup à nous apprendre de l'industrie du divertissement et peut-être de l'évolution de notre système économique en général. Alors, l'animation en stop motion va-t-elle disparaître? La crise du capitalisme, la mondialisation ou la toute-puissance des corporations comme Disney vont-elles avoir la peau de nos célèbres poulets? L'IA peut-elle faire du Wallace et Gromit? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
Non, l'IA, ça peut pas faire du Wallace et Gromit, désolé. Le jour où l'IA fait du Wallace et Gromit, pays finito. Monde finito. D'abord, rapidement, c'est quoi l'animation pâte à modeler? Bah déjà, c'est pas tellement une histoire de pâte à modeler, hein, mais une technique qu'on appelle le stop motion. Un joli oxymore composé de arrêt et mouvement. Bon, j'espère que tout le monde voit à peu près le principe du cinéma, hein, qui est de projeter une série d'images fixes suffisamment vite pour... J'aimais trop ce genre de petits carnets quand j'étais petit. Parce que déjà, ça me permettait, et vous aussi sûrement, hein, de vraiment comprendre le principe de l'animation avec ce genre de carnet. Et même quand j'étais petit, ça faisait vraiment magique. Tu sais, le côté waouh, c'est comme ça qu'on fait un dessin animé. Et tu te rends d'autant plus compte du coup quand tu vois ça, à quel point tu vois ce petit carnet de 100, 200, enfin tu vois ce que je veux dire, de beaucoup d'images pour une animation très rapide. Tu te dis mais waouh, alors Tarzan, le bossu de Notre-Dame, Blanche-Neige, mais c'est combien d'images? Adulte, tu le sais, mais quand t'es enfant, t'as pas conscience de tout ça. Et ce genre de petit carnet, moi ça m'aidait vraiment à avoir conscience, à me rendre compte du taf pour un film d'animation. Donner à votre cerveau l'illusion d'un mouvement, traditionnellement mais pas nécessairement 24 en une seconde. Dans le stop motion, à la différence de l'animation dessinée en 2 dimensions ou modélisée en 3D par ordinateur, on produit ces images fixes à partir d'objets physiques, d'où le nom français animation en volume. Ça implique donc de créer matériellement ces objets, hein, de les photographier immobiles, de les bouger légèrement, d'en prendre l'image suivante et de recommencer pour chacune des images qui composent chaque seconde du film. Et c'est un boulot, c'est encore pire que l'animation traditionnelle. Déjà que l'animation traditionnelle, c'est du taf, hein. La 3D, ça reste du taf évidemment, mais il y a un délire de, à partir du moment où t'as tes modèles 3D, t'as déjà fait une partie du taf conséquent. Je dis pas qu'une fois que t'as tes modèles, ça y est, tout est fait, mais c'est quand même plus simple que l'animation traditionnelle en termes de production de dessin. Mais le stop motion, c'est encore pire parce que tu dois les faire dans la vraie vie et tu dois faire attention à ce que ta marionnette, vas-y, on va dire ça comme ça, ta marionnette, faut faire attention à ce qu'elle soit pas pétée. Et tu peux pas faire tout ce que tu veux, dans le sens où tu peux dessiner sur une table de dessin n'importe quel personnage, le plus tarabiscoté avec des tentacules, des cornes, tout ça. Alors que en animation en volume, tu peux pas, parce que en fait il y a un truc qui s'appelle la physique, la gravité qui existe dans notre réalité à nous. Alors que en dessin traditionnel, non, on s'en fout. Surtout qu'aujourd'hui l'animation 3D, t'as des squelettes qui permettent d'éviter la déformation des vertex de chaque. Ouais, non, mais c'est ça que je parle, c'est qu'aujourd'hui la 3D, c'est l'animation la plus simple à faire. Je dis pas que c'est simple en soi, mais je pense que même les graphistes 3D m'accorderont le fait que, en termes de simplicité de production, c'est quand même plus simple que l'animation traditionnelle, qui elle est quand même plus simple que l'animation en stop motion. C'est pas pour rien qu'il y a eu si peu de films en stop motion. Regarde par exemple le succès étonnant, mais pourtant mondial, de L'étrange Noël de Monsieur Jack, à l'époque, ça a pas fait tant de petits que ça. Pourquoi? Déjà parce que c'est long à faire, c'est super cher, et en plus, t'es pas sûr que ça réussisse. Alors que si ça avait été facile, genre, regarde par exemple Shrek, genre les premiers films, ou Toy Story, hein, les premiers films d'animation en 3D, quand ça a marché, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont voulu réitérer l'exploit, contrairement à stop motion. C'est ce qui lui donne son aspect si emblématique, avec la texture des matières ou l'identité reconnaissable de ses mouvements, et ça implique certaines conditions de production. En premier chef desquelles, comme vous l'imaginez, c'est méga chiant à faire. Mais vous imaginez pas à quel point c'est méga chiant. Alors, comme ça, on pourrait se dire qu'avec l'animation par ordinateur et les énormes blockbusters qui en sortent, c'est vraiment devenu archaïque. Déjà que même l'animation dessinée a bien subi cette concurrence, des figurines faites main qu'il faut bouger d'1 millimètre 24 fois pour une seconde, bon... Eh ben, c'est précisément ce que s'est dit Phil Tippett lui-même dans les années 90. Et Phil, c'est pourtant pas n'importe qui, hein, c'est même un des papes du stop motion. Toute sa vocation, toute sa carrière, elle lui vient d'avoir vu les fameux effets réalisés avec cette technique par la légende Ray Harryhausen. Phil, c'est lui qui bossait sur les films de Lucas. Ray Harryhausen, c'est la légende, c'est le mec de la stop motion à l'ancienne. En fait, c'est simple, toutes les personnes qui ont fait de la stop motion, les films que vous aimez, hein, les studios Hardman, Monsieur Jack, tout ça, tous ont été inspirés par Ray Harryhausen et son Jason et les Argonautes, etc. Tous. Dont Philip Tippett, qui a fait Star Wars, tu vois. Mais tous. C'est vraiment le papa de la stop motion. Verhoeven, Joe Dante ou Spielberg. Et c'est d'ailleurs lui qui est crédité superviseur des dinosaures sur Jurassic Park, d'où la blague que c'est le type qui a le moins bien fait son boulot du film. Sauf que, justement, à la base, les dinosaures, ils devaient être réalisés avec cette technique, jusqu'à ce que les petits cons de geeks derrière leurs ordinateurs débarquent avec leur modélisation numérique. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon. Que notre métier est fini? Vous voulez dire éteint? Donc il a vu ça, il s'est dit Nick, la stop motion c'est finito, il est largement passé au numérique et à d'autres techniques en foutant par la même occasion son grand projet de film d'animation à la poubelle. Et c'est vrai qu'on recourt assez peu à cette technique pour les effets spéciaux, mais pourtant, 10 ans plus tard,
Chicken Run. Un carton absolu, sans parler de tous les autres films d'animation au succès variable qui continuent à être produits comme ça. Il faut dire que cette technique va à contre-courant des tendances de l'industrie, tendances qui ne se sont pas arrangées depuis. Avec une concentration de plus en plus grande des capitaux au sein de conglomérats qui se reposent sur des super productions calibrées aux moyens marketing hégémoniques. Bah oui, parce que pourquoi faire de la stop motion? Pourquoi s'emmerder à faire un truc qui est super long, qui demande des compétences très spécifiques et de bâtard, à faire un truc qui, en plus, pourrait paraître bizarre pour les gamins en mode « Ah, c'est pas de la 3D comme on a l'habitude ou de la 2D à l'ancienne, tout ça. Pourquoi se faire chier? Alors que tu peux faire de la 3D. Tu peux même faire de la 3D qui imite un peu la stop motion. C'est ce qu'ils ont fait avec le film Snoopy, si je dis pas de conneries, où ils ont simulé un côté saccadé quand les personnages bougent pour s'inspirer de la stop motion. Donc pourquoi s'emmerder? Que c'est pas la même chose, ça rend pas pareil. Et malheureusement, on est dans un monde de plus en plus capitaliste où les gens qui dirigent, c'est pas les gens qui savent, c'est pas les gens qui ont une passion du sujet, c'est pas les gens qui veulent faire quelque chose d'artistique, c'est ceux qui ont le fric, les actionnaires, et donc le moindre risque possible. S'assurant ainsi de phagocyter le marché et de remplir leur raison d'être primordiale, enrichir des actionnaires qui n'acceptent rien moins que des retours sur investissement à 2 chiffres. Voilà. Parce que oui, oubliez pas que quand on vous dit qu'une industrie a fermé pour manque de rentabilité, on veut rarement dire qu'elle était pas rentable, mais pas assez rentable pour les actionnaires. La colère gronde chez Michelin. Des centaines de salariés ont manifesté ce vendredi 8 novembre contre les fermetures annoncées des sites de Vannes et Cholet. Une décision incompréhensible pour les salariés alors que le groupe reste bénéficiaire. Ça, c'est le capitalisme galopant, les frérots. On vous l'a dit, hein. On vous l'a dit. Le capitalisme, il est pas gentil. Les capitalistes, ils sont pas gentils. Les capitalistes, c'est pas des gentils monsieur et madame qui vont te dire « Oh, bah on fait des bénéfices. Vous savez quoi? On va garder tous les employés et même, vu qu'on fait des bénéfices records, eh ben, on va donner un bonus à tous les employés et on va même augmenter la masse salariale. » Non, non. Ils vont augmenter leur bonus à eux, le bonus des actionnaires, parce que le capitalisme veut de la croissance infinie et les actionnaires en veulent toujours plus. L'entreprise gagne de l'argent, l'entreprise est très rentable. Elle a annoncé qu'elle allait gagner 3,4 milliards d'euros au titre de 2024. Donc si l'entreprise est rentable et qu'elle ferme des sites, pourquoi d'autres ne seraient pas menacés? Et l'industrie culturelle est une industrie capitaliste presque comme les autres. Sans vous refaire la baisse tendancielle du taux de profit, les propriétaires de ces groupes vont toujours plus chercher à maximiser leurs marges là où ils le peuvent, notamment du côté de la main-d'œuvre, en la précarisant au maximum sur des contrats à la tâche, en délocalisant une partie de l'activité dans des pays où elle est bon marché, ou en l'automatisant toujours plus. Ah ouais, parce qu'avec l'IA, ils sont chauds patates, hein. Ils veulent faire de l'IA pour tout, ils veulent faire de l'IA pour les figurants, les foules. Au fond, là, la masse, ils veulent faire de l'IA pour ça. Bon, j'ai envie de dire ça, c'est pas le plus grave, tu vas me dire. Pourquoi pas? Bon, déjà, d'un point de vue production, oui, pourquoi pas? Ils sont tellement loin que peut-être qu'on les verra pas, mais bon, d'un point de vue humain, il y a plein de figurants qui auraient pu faire leurs heures et se retrouvent dans la merde à cause de ça. Ou même des contacts, ça enlève le côté humain. Mais même, ils veulent faire des scénarios en IA. Ils essayent de, le plus possible, en fait, ce qui est horrible, c'est que dans les années 50, on nous disait, non, mais avec le progrès technologique, t'inquiète pas, les humains, ils travailleront de moins en moins, ce qui paraissait logique. En mode, bah oui, évidemment que les humains travailleront moins en moins vu que c'est de plus en plus automatisé, la technologie fait de plus en plus de trucs, donc on nous a vendu le truc de t'inquiète, on va moins travailler et on aura plus le temps pour les loisirs. Bah c'est devenu l'inverse, on travaille de plus en plus et les loisirs c'est les robots qui les font à notre place. Super le capitalisme. Merci pour cette douille somptueuse. Ajoutez à cela une aversion au risque qui pousse à miser sur des productions calibrées aux recettes éprouvées, basées sur des études de marché et désormais des algorithmes. D'où le fait que l'IA c'est le nouveau truc qui fait mouiller les actionnaires et les managers. Tout ce que vous verrez autour de vous doit sans cesse aller plus vite. Vous devez consommer plus vite. Selon cette logique, vous comprenez bien qu'un mode de production qui nécessite des matières premières en grande quantité, soumises très concrètement aux aléas du marché de celle-ci, comme dans le cas de l'argile pour Hardman, maniée par plein de petites mains expertes en continu sur des temps très longs. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique et c'est super dur à faire et c'est magnifique. Stocké et centralisé sur des plateaux communs au beau milieu de l'Angleterre, pour un investisseur qui est pas là pour l'amour de l'art, et ben c'est pas ouf. Surtout si ton entrepôt prend feu avec tout ton matos, comme c'est vraiment arrivé à Hardman en 2005. En fait, paradoxalement, le stop motion, par son côté artisanal, est une des méthodes les plus accessibles pour faire de l'animation. Elle permet d'en réaliser l'illusion de mouvement sans logistique coûteuse, dans un espace réduit, avec à peu près n'importe quoi et pas une once de technique de dessin. Extrêmement laborieuse, elle permet de compenser son absence de moyens par du temps et du travail. D'où le fait que ce soit une pratique très populaire pour les courts-métrages amateurs et les vidéos YouTube à partir
partir de jouets. Et il y en a, ils font des trucs incroyables hein, avec la stop motion. Il y en a vraiment, ils ont 3 figurines articulées, ils te font des trucs de fou. Tu te dis, mais embauchez-le pour faire de la stop motion, ou même pour être superviseur de quelque chose, je sais pas, mais il y a des talents qui se perdent, c'est terrible. Cependant, dès qu'il s'agit de le porter à un niveau un tant soit peu industriel, le stop motion devient un des modes de production les moins efficaces. À l'origine, le studio Aardman au complet pouvait à peine produire 30 minutes de film par an. Leur grand succès leur a bien sûr permis d'augmenter grandement cette productivité grâce à des équipes permanentes de plus de 100 personnes ainsi que des centaines de renforts indépendants au pic de production répartis sur de multiples plateaux dans d'immenses studios. Ah ouais non mais laisse tomber hein, la stop motion c'est limite si tu fais que ça, si t'es spécialisé là-dedans, j'imagine même pas à quel point ça doit être, tu mets all-in à chaque fois que tu fais un film, c'est si tu gagnes c'est cool, si tu perds tout j'imagine. Ou en tout cas tu perds énormément, beaucoup plus de risques que pour le reste, tu m'étonnes. Ah non mais faut avoir du courage hein, pour faire que ça, respect à eux. Ce qui va avec, un coût, difficilement compressible. Et ça pose déjà une question. L'industrie du divertissement produit énormément de choses, bonnes comme mauvaises. Mais est-ce que c'est souhaitable de laisser des choses comme les productions culturelles uniquement décidées par des logiques capitalistes ? Moi je veux tout le temps tout socialiser de toute façon, mais sans aller jusque là, la question se pose partout. La santé, le logement, les services publics, les infrastructures, l'eau, l'énergie, que sais-je. Et donc, on pourrait se poser la question pour le cinéma d'animation. Ah, j'adore mes gauchiassures, j'adore. J'adore à quel point, à gauche, on est capable de toujours tout ramener au capitalisme, de toujours tout ramener au fait de nationaliser ou pas les choses, aux actionnaires, etc. Mais parce que oui, parce qu'on a une lecture du monde, une lecture de classe, une lecture politique du monde. Donc fatalement, on voit ça par ce prisme, mais ça m'éclate, tu vois. Tu te dis, ah, les petits trucs d'animation, le capitalisme. Tu me diras, c'est vrai, mais c'est rigolo. Est-ce que tout doit être rentable, même les imaginaires ? Une illustration très poétique de ça, c'est le film d'animation L'homme qui plantait des arbres. Réalisé au crayon de couleur directement sur un type de celluloïd spécial, chacune de ces 30 minutes est composée de 12 à 24 dessins que l'artiste Frédéric Bach a voulu réaliser tout seul, avant de se résoudre quand même à en laisser 2000 sur les quelques 20 000 à son assistante Lina Gagnon. Le projet aura pris 13 années à se faire, dont 5 entières pour la production. Ce qui, vous me l'accorderez, surtout pour un court-métrage avec des possibilités de commercialisation limitées, est le business model le plus éclaté du monde. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un des chefs-d'œuvre les plus célébrés de l'animation, couvert de prix, dont un Oscar, cérémonie dont Bach fut un habitué, avec les 10 courts qu'il aura produits en 25 ans. Magnifique. C'est beau de voir qu'il y a encore des gens qui arrivent et qui veulent faire de l'art pour juste faire de l'art, et c'est de plus en plus difficile, ça, en vrai, dans ce monde dans lequel on vit, le monde capitaliste. Non mais, au-delà de la blague, c'est vrai, je veux dire, on nous met de plus en plus la pression pour que notre vie tourne autour du travail, pour que notre monde tourne autour du travail. Sauf que si tu travailles, ton travail, ce n'est pas dans ce métier passion, eh ben, t'as beaucoup moins de temps pour faire ta passion à côté, ton loisir à côté, et les conditions de travail sont tellement de plus en plus dégradées, tellement de moins en moins humaines, que même t'as un peu de temps après le travail, t'as moins envie, parce qu'on t'a fait chier toute la journée, ton patron est très connard, parce que tes collègues sont insupportables, parce que machin, ceci. Et même, en plus, c'est ça le pire, c'est que même si t'es dans un de ces métiers passion, eh ben avec les logiques actionnariales, capitalistes, la rentabilité à tout prix, etc., eh ben t'es même pas sûr de kiffer ce que tu fais, et tu peux être juste dégoûté à être en train de dessiner un caillou de merde pour Ubisoft, parce qu'ils veulent absolument faire un open world supplémentaire comme d'habitude. C'est ça qui est terrible. Et on nous enlève de plus en plus le droit. Enfin, on essaye. Je sais pas. En fait, c'est là où c'est subtil. C'est que le capitalisme, les gouvernements, tout ça, sont pas en mode, oui, il faut absolument interdire l'art. On va leur interdire par décret. Non, ils sont pas si cons. De toute façon, ça marchera jamais. Mais faire en sorte que naturellement, on ait moins le temps, moins l'envie, moins l'énergie pour faire de l'art. Parce que l'art est politique, parce que l'art permet de cristalliser des angoisses politiques, sociétales. Que moins il y a d'art, eh ben moins il y a de personnes qui clament leur frustration, leur colère et l'injustice. Et quand je dis que c'est poétique, je dis vraiment pas ça à la légère, puisque ce film, adapté d'une nouvelle de Jean Giono, raconte l'histoire d'un homme seul qui, patiemment, tout au long de sa vie, et ignorant les affres du monde, plante un à un des arbres qui donneront à terme un paysage qui redonne vie à toute une vallée. Pardon, mais le niveau de méta, l'histoire du film et l'histoire du film, excusez-moi. Pour revenir à Aardman, s'ils sont toujours là, c'est en tirant leur épingle du jeu dans une économie, qu'on le veuille ou non, de marché.
Ils font leur possible pour produire des choses qui marchent et capitaliser sur leur nom. Ils doivent négocier avec des grosses boîtes pour la distribution. Des fois, ils ont eu recours à des financements participatifs, ils ont diversifié leur activité, et tout en restant vaille que vaille sur le stop motion, ils ont optimisé leur production. Et ça, franchement, on peut pas leur enlever que, quand même, ils sont courageux, hein, de malgré tout rester dans la stop motion, de rester là-dedans, en faisant les compromis nécessaires. C'est là où ils sont malins, et c'est là où ils ont tout mon respect. C'est qu'ils sont pas en mode débilos, en mode, non, nous on fait des trucs, on est des puristes, on fait de l'animation, gna gna. Non, ils savent très bien qu'ils sont dans un monde capitaliste, avec des enjeux, avec des coûts, etc., et qu'ils peuvent pas, surtout avec un modèle comme le stop motion, qui est quand même pas le plus simple à réaliser, surtout sur le long terme, ils peuvent pas rester dans leur coin, donc ils font des associations, DreamWorks, Pokémon, etc. Et franchement, bah ça marche, juste ça marche. Comme la plupart des studios du genre d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est pas forcément de la pâte à modeler. Beaucoup ont recours à du compositing pour assembler les différents éléments physiques, voire à les coupler à du numérique. Ou prenez un des rares films français du genre, Ma vie de courgette. Il est trop bien ce film, si vous l'avez jamais vu, j'ai fait une vidéo à l'époque sur Blazy, elle a mal vieilli, mais il est vraiment très très bien ce film, il est magnifique, il est touchant, il est vraiment trop cool. Un budget réduit, qu'ils étaient aptes à rentabiliser, sachant qu'ils pouvaient pas compter sur le fait que tous les gamins du monde allaient se ruer à Noël comme si c'était la Reine des Neiges 5, sur un drame dans un orphelinat qui parle d'abus de parents alcooliques et d'inceste. Bon bah pour réussir ça a été beaucoup de temps et beaucoup d'huile de coude. Oui, parce que oui, je vous l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû... Il est dur le film, hein, sur certains points. Hein. Trigger warning, hein, pour certaines personnes, faites attention. Mais il est magnifique, et puis ça reste pour les enfants. Donc même s'il y a des sujets un peu graves, c'est pas non plus... on te met ça in your face, tu vois. Très concrètement, au rythme de 3 à 4 secondes par jour et par animateur. Mais aussi de l'inventivité technique. Les personnages sortaient d'imprimantes 3D et étaient peints de façon à leur donner plus de texture. Ils avaient des séries de bouches correspondant aux phonèmes et interchangeables rapidement à chaque image grâce à un système d'aimant. Bon, mais les studios comme Aardman, c'est pareil à plus grande échelle. En fait, je trouve que sans le vouloir, tout ça réalise un peu le délire de William Morris, dont on a déjà parlé ici, c'est-à-dire casser la distinction entre les outils industriels et la production artisanale, et y compris dans le mode d'organisation, mais ça on va y revenir. Tenez, cette histoire d'argile. Face à l'émotion du public, ils ont vite annoncé que c'était gentil de s'inquiéter, mais qu'ils avaient prévu le coup. Qu'il leur restait de quoi faire au moins un film avec les 400 kilos qu'ils avaient précédemment achetés d'un coup à la boîte pour la maintenir à flot. Et qu'après, de toute façon, ils envisageaient de passer à une autre matière. Et c'était trop mignon parce que les gens étaient vraiment inquiets. Ils faisaient des mèmes pour dire qu'ils étaient prêts à braquer des entrepôts de pâte à modeler, à se mobiliser, voire à se cotiser pour leur trouver un plan B. Mais oui, parce que l'animation en volume, ça touche les gens. Les gens ont une affection particulière parce que l'animation en volume, comme d'ailleurs le dessin, l'animation en 2D aussi a ce truc, mais un peu moins, tu sens beaucoup plus facilement qu'il y a des humains derrière. Tu sens beaucoup plus facilement le côté tangible, le côté on s'emmerde, et ça touche en fait les gens. Et tu m'étonnes que les gens étaient ultra tristes, ils puissent pas faire avec l'argile comme ils faisaient avant, tu vois. Et moi je me rappelle même quand l'acteur anglais qui jouait Wallace est mort, qui jouait la voix de Wallace est mort, mais ça nous a tous fait un coup. Même moi ça m'a fait un coup alors que je regarde qu'en français. Mais je sais pas, c'est l'animation en volume, ça touche. Parce que c'est ça aussi, les gens ils aiment Aardman, et ils aiment Aardman parce que c'est fait différemment. Et cette différence fait qu'ils survivent à la concurrence du reste de l'industrie. Et ça vaut pour la technique elle-même. Oui, on peut faire plus rentable que le stop motion, mais pas si on veut du stop motion. Moi, il y a une illustration de ça qui m'a frappé, c'est des partisans illuminés de l'IA là, qui sont justement vantés d'avoir, grâce à leur bidule, amélioré les effets en stop motion de Ray Harryhausen. Attends. Les images clés du début de la fin de Luma changent la donne, avec une séquence d'images clés du film original ne pouvant masteriser en toute transparence des classiques du stop motion comme Jason et les Argonautes en scène d'action moderne en une seule prise. Ils sont sérieusement en train de dire qu'avec leur IA de merde, même si l'IA ça peut être utile dans certains contextes particuliers, pour moi l'IA ça doit être un outil qui t'aide à faire un truc, pas à remplacer ce truc, tu vois ce que je veux dire? Ça peut aider, mais ça doit pas être la fin en soi, mais bref c'est un autre sujet. Mais ils sont sérieusement en train de dire qu'avec l'IA, ils croient qu'ils peuvent donner une leçon à Ray Harryhausen finalement. Dire non mais on va faire mieux, on va améliorer le travail du maître. Pardon. Tu sais, c'est comme s'il disait non mais grâce à l'IA on a fait une meilleure Joconde. C'est ça en fait, hein, désolé, mais on a rendu la Joconde plus stylée. Mais frérot, l'IA quand elle est générative sur le plan artistique, c'est juste dégueulasse. Non mais je suis d'accord, bien sûr. Mais l'IA, ça peut être intéressant sur certains points, mais encore une fois, c'est par touche, tu vois ce que je veux dire. Mais ils sont sérieusement en train de dire non mais grâce à l'IA, on donne le manque de respect envers Ray Harryhausen, envers la stop motion, envers Jason et les Argonautes, envers tellement de gens en fait, ce manque de respect, tu sais, qu'ils se rendent pas compte parce que l'art ne les intéresse pas. Et ça le truc, c'est que si l'art les intéressait vraiment, peut-être qu'ils feraient des trucs avec l'IA, je dis pas, mais des trucs plus intéressants.
intéressant. Bon, déjà, comme d'hab, c'est absolument dégueulasse, hein, mais c'est même pas la C'est question. horrible. Ce que ces gens semblent pas comprendre, c'est que pourquoi tu voudrais corriger ça? C'est Mais parmi oui. les effets les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Mais regardez-moi ces effets, ils sont trop bien. Pourquoi tu veux l'enlever? Mais ça saccade un peu, mais c'est tout le principe. C'est trop bien que ça saccade. Ça donne un grain, ça donne un truc. D'ailleurs, quand tu vois certains qui reprennent une forme à la stop motion, mais en 3D, ça se voit, c'est moins... Je sais pas comment expliquer. Et oui, ils ont cette identité un peu saccadée, un peu figurine, mais c'est pas un défaut, c'est la beauté du truc. Mais oui. Tout comme la question, à mon avis, c'est pas vraiment est-ce que l'IA un jour techniquement arrivera à faire un Wallace et Gromit regardable. La question c'est plutôt pourquoi vous avez envie de regarder des trucs qui ont pas été faits par des gens? Il y a des gens qui vont me dire oui mais les artistes IA qui font les trucs IA c'est des artistes. Est-ce qu'il faut vraiment répondre Non, il y a pas besoin de répondre. À la rigueur, tu peux leur dire, tu es un producteur au grand max. Tu es un client de l'IA à la rigueur, mais un artiste IA, bon. Et encore, tu vois, si t'es un artiste qui, par exemple, tu fais ton dessin, tu vois, tu dessines et tout, machin, c'est magnifique, machin là. Et tu donnes à l'IA et tu lui dis, ouais, règle-moi ce petit défaut là, ce petit truc là, tu vois, pour embellir le dessin, comme Photoshop le ferait, comme l'autotune le fait pour la voix, etc. Pourquoi pas? C'est genre le petit truc en plus pour améliorer, mais le remplacer, aucun intérêt. Et puis surtout, il y a des trucs qui ont peut-être pas besoin d'être améliorés. Je veux dire, si tu me dis, j'en sais rien, allez, on va refaire, on a fait Monsieur Jack 2 en IA, et c'est pareil, hein. Mais non, c'est pas pareil du coup, parce que ils se sont pas emmerdés pendant des mois à faire ça. Il y a pas eu les engueulades pour rendre cet objet unique, cet objet culturel unique qui pourra pas être fait comme ça parce que c'était à cet instant T avec ces personnes-là qui se sont mobilisées ensemble avec leur accord, leur désaccord et ça a produit ce chef-d'œuvre. Une IA ne pourra jamais faire ça. Ça peut être sympa entre potes pour se marrer, pourquoi pas, mais même si ça marchait, ce sera jamais aussi bien qu'un humain parce que y a pas d'âme. Le jour où l'IA aura une âme, là on en reparle, mais y a pas une vision d'une personne. C'est pas toi ou moi ou tous ceux qui le veulent qui se sont dit j'ai une vision du monde, j'ai un message ou juste j'ai envie de m'éclater à faire un truc parce que je trouve ça marrant. Ça peut être aussi ça la vision, attention. C'est pas ça, c'est juste un mec qui a demandé à une machine de faire ça. Alors oui, c'est pratique, mais c'est pas artistique. C'est comme si tu disais qu'une imprimante 3D faisait des trucs artistiques. Non, le mec qui a fait le premier truc, la composition c'est peut-être de l'art, mais imprimer à la chaîne c'est plus de l'art. La Joconde c'est de l'art. Les posters de la Joconde ne sont pas de l'art. C'est exactement la même chose. L'art, normalement, c'est pour que des gens s'expriment à travers lui, par leur travail, et le partagent avec d'autres gens. Parce que même votre IA, en fait, elle aura fait que se reposer sur tout le vrai travail de vrais gens, et les sortir de l'équation. C'est vraiment une mentalité de capitaliste. Tenez, vous voulez savoir où il en est, Phil Tippett, là, le monsieur dinosaure qui a renoncé à son projet de long métrage quand il s'est dit dans les années 90 que le stop motion c'était terminé? Eh ben, 20 ans ont passé, et en 2010, le stop motion était encore là. Donc t'as des gens de son désormais légendaire studio qui se sont portés volontaires pour l'aider à rebosser sur Mad God. Mais attention, en effet, pas en allant gratter chez les costards cravates d'Hollywood, auprès de qui il avait pourtant un nom. Non, justement, il les connaît que trop bien et il sait comment ça se passe. Lui, ce qu'il a en tête, c'est un truc un peu dingue, très personnel, qu'aucun décideur produira en l'état. Alors, il a fait ça sur les week-ends avec qui voulait, il a fait des petits Kickstarter pour trouver 150 000 balles, ce qui est ridicule comme budget. Il a sorti ça là, en 2021, dans quelques salles et pas mal de festivals, et il l'a vendu à la célèbre plateforme de streaming Shudder. Je sais pas si vous connaissiez Shudder. Non. Pas moi. Et voilà, ça a pris 30 ans, ils sont rentrés dans leurs frais, les critiques sont dithyrambiques, il a fait le film qu'il voulait, et ils ont eu besoin d'aucun actionnaire. Mad God is everything ça a l'air incroyable. you want to do. Just be free. Just pure creativity. Ils ont tellement mon respect à vie, ces gens-là, ces gens qui, contre vents et marées, quoi qu'il arrive, iront jusqu'au bout de leur vision artistique parce que ça les ronge, c'est des vrais artistes, tu vois, c'est vraiment des gens, ça les brûle à l'intérieur et ils ont ce besoin d'exprimer leur vision parce qu'ils l'avaient comme ça. Je trouve ça incroyable. Alors, ça a rien de révolutionnaire, hein, mais il y a toujours des gens qui montrent qu'on peut faire autrement, oui, au sein même de ce système, qu'on peut toujours sortir des choses des seules logiques de marché, et que ça marche. Ce qui est intéressant dans la culture, mais pas que, on le trouve aussi dans la production d'aliments par exemple, c'est qu'il y a énormément de dissidents. Par dissidents, j'entends des personnes déterminées à ne produire que selon leur éthique
déterminés à beau, ne ça. pas travailler sur des objets et avec des modalités avec lesquelles ils sont en désaccord. Et pour moi, ce sont des communistes. Non, Miyazaki communiste. Allons bon, qui aurait pu prédire, dis donc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Bolshevik Geek sur le sujet, elle est super bien. J'imagine qu'à peu près tout le monde connaît Chicken Run, hein, c'est le plus gros succès du studio Hardman, hein, et c'est même le plus gros succès de l'animation stop motion tout court. Avec Monsieur Jack, même si Monsieur Jack a eu beaucoup moins de succès en termes de sortie, en termes de box-office, sur le long terme, en termes d'aura, je pense que Monsieur Jack a une plus grosse aura parce que déjà Disney, donc ça a maximisé la commercialisation, donc ça a rendu le truc plus populaire sur les années et les années, tu vois. Et souvent il y a des gens qui me demandent d'en parler parce que évidemment le propos du film, voilà, c'est globalement une histoire de rébellion contre l'exploitation pour aller fonder un autre type de société. Il y aurait toute une analyse à faire, c'est vrai, parce que c'est pas juste de la résistance à l'exploitation, il y a toute la question de justement la petite exploitation familiale qui s'industrialise en utilisant, comme dans Corporate, l'image de marque de la petite ferme familiale pour vendre des produits industriels. Mais ça montre aussi qu'en fait, c'était déjà une exploitation dégueulasse et que l'automatisation n'a fait que la renforcer. Il y a le truc de... ça met vachement en avant l'émancipation collective, parce que le personnage principal, elle peut se barrer toute seule, en fait. Dès le début, en fait, elle pourrait le faire. Elle est suffisamment compétente pour le faire, mais c'est pas ça qu'elle veut faire. Ce qu'elle veut faire, c'est libérer tout le monde. Effectivement, c'est méga basé. Et juste, je mets ma hot take. Désolé, c'est ma hot take pour les véganes. Mais par contre, je suis pas d'accord. C'est pas un film antispéciste. En tout cas, c'est pas un bon film antispéciste. Parce que c'est des humains, en fait, les poules dans Chicken Run. Forcément, si les poules, tu les humanises, tu leur mets des dents, des comportements d'humains et des trucs comme ça, je trouve que c'est pas un bon argument vegan, alors que Okja, c'est un bon film antispéciste. Parce que c'est un vrai animal, quoi. C'est pas... Si vous avez pas vu Okja de Bong Joon-ho, franchement, n'hésitez pas à le voir. Bong Joon-ho en général, c'est vraiment super cool. C'est pas genre, imaginons que si c'était un humain, vous seriez dégoûté qu'on les mange, quoi. Ah ben oui, mais ce qu'il faut, c'est convaincre les gens. Tu t'attaches à l'animal, et après tu vois des milliers d'animaux dans les abattoirs. Et je comprends que les gens disent Okja ça m'a rendu vegan. Chicken Run non, je suis désolé. Non. Genre ça ne marche pas. Non, à la rigueur Chicken Run, il y a le truc de t'as un peu moins envie de manger ton poulet quoi, mais je suis d'accord le côté trop humanisé et puis surtout c'est pas du tout le propos du film. Je trouve. Il y a un propos de la cruauté à la rigueur envers les animaux, mais pas le côté manger ou pas des animaux, je trouve. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Même s'il y a des gens qui deviennent végétariens ou vegan grâce à Chicken Run, tant mieux hein, j'ai envie de dire. T'as fort de l'exploitation, c'est une analogie sur l'exploitation en général, c'est pas sur l'exploitation animale. C'est pas des animaux, c'est pas ça des poules, je vous ai déjà vu. C'est une fable de La Fontaine en fait, c'est totalement une fable de La Fontaine, que ce soit des poules, des humains, des caribous, des canards, on s'en fiche en fait. C'est une fable de La Fontaine, c'est du Molière, c'est une métaphore, un symbole, si vous avez la ref. Les poules, c'est pas comme ça. C'est de gauche quoi. Ça je suis d'accord, c'est de gauche et c'est ultra basé. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Studio Hardman, la petite étoile rouge d'ailleurs du logo, Let's go. Je me demande des fois. Hein. Oh mon dieu. Tout est lié. Oui, très ref 2015 aujourd'hui, écoute. Allez, c'est parti gamin. Bref. Surtout que la vraie leçon de Chicken Run, elle est pas là. Et ça, c'est passé à côté de beaucoup plus de gens. Et c'est normal parce que c'est pas dans le film. Chicken Run, ça a été un énorme carton qui a propulsé le studio au cinéma dans le cadre d'un deal bien juteux avec DreamWorks. Deal que Hardman a rompu quelques années plus tard en désaccord avec le modèle économique du géant américain et le contrôle créatif qu'il voulait s'accaparer. Hardman a donc continué sa vie de son côté avec les galères et la réussite qu'on leur connaît. Et en 2018, ses deux fondateurs, Peter Lord et David Sproxton, deux amis d'enfance de Bristol où se trouvent encore les studios, ont transféré 3/4 des parts aux employés de Hardman. Let's go, le communisme. Mais ces mecs-là auront mon respect à vie, à moins qu'on découvre une horreur absolue. Vraiment, mais en fait, c'est ça que les gens devraient faire en général, tu vois. Je sais pas. En fait, pour moi, juste, tu crées une entreprise, tu fais de la valeur, etc. Elle marche bien, etc. Pour moi, je suis désolé, au bout d'un, c'est normal que tu reverses ces parts de l'entreprise à tes employés parce que c'est eux qui ont fait augmenter l'entreprise. Et j'ai envie de dire même d'un point de vue capitaliste, c'est bien. Je dis pas donner tout si t'es d'un point de vue capitaliste, même donner une partie. C'est logique parce que si tes employés ont une part de l'entreprise, ils vont vouloir faire en sorte
sorte qu'elle marche l'entreprise, parce qu'ils veulent que leur part augmente, c'est logique, enfin augmente de valeur, c'est logique. Titulaire comme freelance. Alors, ouais. je suis d'accord, hein, Ah ouais, ah non, là vraiment, là on est vraiment sur du gauchisme. Hein. Là, on est vraiment sur du bon gauchisme, parce que les titulaires, oui, bon, d'accord, mais alors les freelances, même eux, putain, c'est vraiment que, allez, l'international. fait chier que ça tienne au bon vouloir des propriétaires, mais que voulez-vous, le capitalisme, ça fonctionne comme ça, c'est même un peu le principe. Même, pour vous dire, ils ont carrément galéré à faire cette opération en devant monter un trust et tout un tas d'opérations financières compliquées. C'est faux, quoi. On peut plus facilement se faire un parachute doré, mettre des actifs aux Seychelles, etc., que donner les parts de ton entreprise à tes employés. Du temps de la Yougoslavie, contrairement à l'URSS où ça appartenait full à l'État, les entreprises étaient possédées à part égale par chaque travailleur au sein de l'entreprise. Mais pour moi, c'est ça que ça devrait être en fait. Pour moi, c'est ça le communisme. Enfin, le vrai communisme, c'est tu rentres dans une entreprise, t'as des parts. Après, faut voir comment ça se donne, hein. Genre, est-ce que si tu te barres, tu dois rendre tes parts ou les revendre? Ouais, bah tu les revends à l'entreprise en vrai. Quand tu parles de l'entreprise, tu revends tes parts. Comme ça te fait une partie de ton chômage. Mais toujours est-il que là, actuellement, la très grande majorité de la propriété, des décisions, des responsabilités et des profits éventuels ne reviennent pas à un board d'actionnaires lointain qui en aurait rien à foutre, mais aux travailleurs du studio. Cerise sur le gâteau, à contre-courant de la tendance actuelle, cette opération garantit qu'aucun gros actionnaire qui en a rien à battre n'aille vendre le studio, ses futurs projets et ses propriétés intellectuelles à un géant type Disney. Ça c'est important, ça c'est très important parce que tu peux être le patron le plus de gauche, le plus éthique, le plus ce que tu veux au monde, à ta mort, si jamais t'as pas bien préparé les choses, à ta mort ou à ton départ de l'entreprise, hein, ça peut être autre chose. Si t'as pas bien fait les choses, t'inquiète pas que les rapaces ils vont arriver. Si t'as pas bien calibré le truc pour que ça reste selon ta vision, t'inquiète pas que les rapaces vont arriver en mode oui mais on fait une petite restructuration qui devient une grosse restructuration et qui fait que finalement l'entreprise devient une entreprise aussi capitaliste et dégueulasse que les autres. Get the fuck out! Always. Ouais. Fuck you. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce que j'appelle une success story. Et en sachant ça, j'espère vraiment que l'animation en pâte à modeler disparaîtra que quand les poules auront des dents. C'est une usine sauvée par ses propres salariés. Placée en redressement, ils l'ont reprise en formant une SCOP, une société coopérative. Les 226 employés sont toujours là pour faire tourner les lignes de production de cette verrerie historique, Duralex. D'autant que les verres qui sortent d'ici... Ils sont super connus, ces verres, c'est les verres qu'il y a dans tout... qu'il y a partout, en fait, qu'il y a partout. Mais très bonne comparaison entre Duralex et Hardman, mais en tout cas, excellente vidéo, comme d'habitude, de Bolchegeek. Bolchegeek, de toute façon, on le sait. Donc, continuez à regarder de l'animation en volume, continuez à regarder de la stop motion. C'est vraiment fascinant. Si vous voulez un de ces quatre, on essaiera de voir pour essayer de regarder des making of de films en stop motion ou de films tout court, hein, si c'est possible sur Twitch. Faudrait que je me renseigne. Mais voilà, ça serait cool. Faudrait vraiment que je regarde le dernier Chicken Run, moi aussi. Regarder du Hardman, regarder de la stop motion. Puis ben, voilà quoi.